L'histoire de Sparte commence bien avant que son nom n'évoque des échos de discipline de fer et une aura quasi mythique. Pour comprendre l'origine de ce peuple guerrier, il est nécessaire de remonter jusqu'au 2e millénaire avant JC, lorsque la Grèce n'était pas encore un ensemble de polis définis, mais une constellation d'établissements tribaux cherchant leur place dans un territoire fragmenté par des montagnes et des vallées. Dans ce panorama incertain surgirent les Doriens, un peuple indo-européen dont l'arrivée dans le Péloponnèse serait déterminante pour la naissance de la future Sparte. Les Doriens seraient entrés dans la péninsule vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, durant l'effondrement des civilisations mycéniennes. Leur migration, traditionnellement connue sous le nom d'invasion dorienne, ne fut pas un seul événement violent, mais un processus graduel de déplacement et d'établissement qui reconfigura la structure politique et ethnique de la région. En Laconie, une plaine fertile au sud-est du Péloponnèse, ils trouvèrent un territoire propice à leur installation et à la soumission des populations locales. Ce processus de domination posa les bases d'un nouvel ordre social, dans lequel les envahisseurs devinrent une aristocratie guerrière qui consoliderait bientôt son pouvoir. L'établissement originel des Doriens en Laconie ne s'organisa pas initialement comme une cité unifiée. En réalité, il s'agissait de 4 villages principaux, appelés Pitane, Mésoa, Limnaï et Kinosoura, situés sur les rives de l'Eurotas. Avec le temps, ces communautés fusionnèrent politiquement dans un processus connu des anciens sous le nom de synoécisme, l'union de maisons ou de villages. La cité résultante fut appelée Sparte, bien que ses propres habitants la connaissaient aussi sous le nom de Lacédémonie, en l'honneur d'un roi légendaire du même nom, dont la figure oscillait entre mythe et mémoire ancestrale. La fusion de ces villages donna naissance à l'une des polis les plus influentes de la Grèce antique. Le nouvel État spartiate n'hérita pas seulement des traditions guerrières des Doriens, mais les porta à un degré d'organisation et de discipline sans précédent. L'idée que Sparte existait avant tout pour la guerre remontait à ses premiers siècles, lorsque la survie dépendait du maintien d'une domination constante sur les populations soumises. Dans ce contexte, le militarisme devint une nécessité quotidienne et non un simple choix culturel. L'environnement géographique y contribua également. La Laconie, protégée par des montagnes, possédait des terres fertiles en comparaison avec d'autres régions grecques, de sorte qu'elle devint rapidement un territoire convoité. Pour le protéger, les Spartiates choisirent de renforcer leur société depuis ses fondements. De cette époque ancienne surgit aussi la figure mythique de Lycurgue, le législateur spartiate. Bien que les historiens débattent de sa réelle existence ou de la possibilité qu'il soit la personnification d'une réforme plus large, la tradition affirme que Lycurgue créa la constitution spartiate, la Grande Rétra. Selon le récit, Lycurgue se rendit à Delphes pour consulter Apollon et revint avec des instructions divines pour réorganiser tout le système politique et social. La Grande Rétra établit une structure rigide de pouvoir dual, dirigée par 2 rois héréditaires gouvernant simultanément. Ce système diarchique, unique en Grèce, visait à éviter qu'une seule figure ne concentre trop de pouvoir et assura la continuité du leadership militaire même en temps de guerre. Aux côtés des rois, la Rétra institua 2 organes fondamentaux, la Gérousia et l'Assemblée. La Gérousia, un conseil de vieillards composé de 28 gérontes âgés de plus de 60 ans et des 2 rois, agissait comme la principale autorité délibérative et judiciaire. Sa fonction était de guider la polis par l'expérience, la prudence et l'interprétation des lois traditionnelles. L'Assemblée, quant à elle, était composée de tous les citoyens mâles de plein droit, qui pouvaient approuver ou rejeter les propositions sans toutefois les débattre. Ainsi, Sparte combinait des éléments aristocratiques, monarchiques et démocratiques dans un système singulier dont l'objectif n'était pas de favoriser la liberté individuelle, mais de préserver la cohésion de l'État. La société spartiate fut structurée dès son origine pour soutenir un modèle de guerre permanente. Les Spartiates, citoyens de plein droit, formaient l'élite guerrière. Leur statut dépendait strictement de leur capacité à maintenir un mode de vie entièrement dédié à la préparation militaire. Pour garantir que ces citoyens puissent s'entraîner sans se préoccuper des travaux agricoles, les Doriens soumirent la population locale et la transformèrent en ilotes, esclaves d'État qui travaillaient la terre et remettaient une partie de leur production à leurs maîtres spartiates.
Cette base servile était indispensable au développement de la future société spartiate, permettant aux citoyens de se former exclusivement comme soldats. La tension entre maîtres et ilotes marqua le destin de Sparte dès ses origines. Les communautés soumises n'acceptaient pas passivement leurs conditions, et leur résistance constante obligea les Spartiates à perfectionner un système de surveillance sévère. Cet état permanent d'alerte alimenta encore davantage l'éthos militaire. Sparte fut contrainte non seulement d'entraîner des guerriers, mais aussi de construire une culture justifiant et renforçant la suprématie du groupe dominant. La discipline de fer, l'austérité et l'obéissance devinrent des valeurs essentielles transmises dès l'enfance et qui, avec le temps, définiraient l'identité spartiate face au reste de la Grèce. Le 8e siècle avant Jésus-Christ fut décisif. Durant cette période, Sparte lança une série de campagnes pour étendre son territoire par la conquête de la Messénie, un territoire fertile à l'ouest. La guerre de Messénie, qui se prolongea sur plusieurs décennies, transforma les Messéniens en nouveaux ilotes et doubla d'un coup la base productive de Sparte. Cette expansion territoriale consolida la domination spartiate dans le Péloponnèse et fit de la Polie une puissance militaire et agricole. Cependant, l'augmentation de la population ilote accroissait également le risque de rébellion massive, de sorte que la société spartiate durcit encore davantage ses mécanismes de contrôle interne. La victoire sur la Messénie propulsa Sparte vers une nouvelle étape de stabilité et de prospérité relative. Durant cette période, les Spartiates développèrent une identité collective fondée sur l'égalité entre citoyens, la loyauté envers l'État et la primauté du devoir militaire. À la différence d'autres polais, Sparte ne construisit pas de murailles défensives autour de sa ville. L'argument traditionnel était que les murailles de Sparte étaient ses hommes. Une idée révélant la confiance profonde dans la formation hoplitique et dans la discipline de l'armée citoyenne. Avec le temps, cette philosophie devint un symbole de la fierté spartiate, se cristallisant dans son image de forteresse humaine plutôt qu'architecturale. À mesure que la puissance spartiate croissait, son influence politique en Grèce se renforçait également. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, Sparte dirigeait la Ligue du Péloponnèse, une alliance militaire comprenant plusieurs cités du sud de la Grèce et assurant le leadership spartiate dans les affaires extérieures. L'éducation du guerrier, agogé. Le système éducatif spartiate, connu sous le nom d'agogé, fut l'une des institutions les plus rigoureuses et redoutées du monde antique. Son but n'était pas de produire des citoyens instruits dans les arts, la philosophie ou la rhétorique comme à Athènes, mais de forger des guerriers implacables, résistants, obéissants et totalement dévoués à l'État. Dès ses origines, ce système définissait ce que signifiait être spartiate, non pas un individu, mais un instrument collectif préparé pour la guerre et la survie de la polie. Par l'agogé, Sparte façonnait ses enfants dès la naissance, veillant à ce que seuls les plus forts, disciplinés et aptes atteignent l'âge adulte. La vie d'un Spartiate commençait sous le regard public. À la naissance, chaque garçon était présenté devant un conseil de vieillards qui évaluait sa santé et sa robustesse. Si le bébé montrait des signes de faiblesse ou de déformation, l'État considérait qu'il serait inutile à la société militarisée. Dans ces cas, selon la tradition rapportée par des auteurs comme Plutarque, l'enfant était abandonné sur le mont Tégète. La pratique exacte est débattue par les historiens modernes, mais sa présence dans la mémoire collective spartiate envoie un message clair. La survie dépendait d'une sélection implacable et la faiblesse n'avait pas sa place dans la communauté. Les enfants qui passaient cette première épreuve restaient avec leur mère pendant leurs premières années de vie, mais même cette étape était marquée par une préparation physique et émotionnelle tournée vers la discipline. Les mères spartiates, célèbres pour leur force de caractère, étaient les premières à inculquer l'austérité et la résistance à la douleur. Il ne s'agissait pas d'élever des enfants affectueux, mais de futurs hoplites. L'allaitement maternel était prolongé et l'alimentation restait simple, évitant toute forme d'indulgence. Du point de vue spartiate, un enfant trop choyé deviendrait un adulte inutile sur le champ de bataille. À l'âge de 7 ans commençait la véritable agogée. Ce jour-là, les enfants étaient retirés de leur foyer pour entrer dans le système éducatif de l'État. Dès ce moment, la vie familiale était laissée derrière eux, remplacée par une communauté rigoureusement organisée où l'obéissance et la compétition étaient essentielles.
Les jeunes Spartiates étaient divisés en groupes d'âge et confiés à un paidonomos, un superviseur chargé d'imposer une discipline absolue. L'agogé ne tolère ni l'indiscipline ni les erreurs. Toute faute pouvait être punie par des coups, des humiliations ou des privations, utilisés comme outils pour renforcer la force mentale. L'entraînement physique était constant. Les enfants couraient, luttaient, sautaient et s'exerçaient dès l'aube jusqu'au crépuscule. La maîtrise du combat corps à corps et de l'escrime avec des armes en bois était jugée fondamentale. L'objectif était que l'enfant apprenne à supporter la douleur, à contrôler la peur et à développer une force physique exceptionnelle. Les Spartiates croyaient que le corps était le premier instrument du guerrier et sa perfection devait être atteinte dès l'enfance. Les exercices se faisaient souvent pieds nus, presque nus et sans protection, pour endurcir la peau et renforcer l'esprit. Mais l'agogé ne se limitait pas à l'aspect physique. On cherchait aussi à entraîner la ruse et la capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Les jeunes étaient soumis à des épreuves de faim et de froid intentionnellement. On leur donnait des rations insuffisantes, les obligeant à trouver des moyens de les compléter. Toutefois, voler n'était pas en soi un problème, être attrapé l'était. Si un enfant volait de la nourriture et parvenait à s'échapper sans être détecté, il démontrait son ingéniosité et son habileté. Mais s'il était découvert, il recevait de sévères punitions, pas pour l'acte de voler, mais pour avoir échoué à le faire avec succès. Cette approche singulière montre que l'agogé visait à former des individus non seulement forts, mais aussi astucieux et capables de s'adapter à des situations adverses. L'un des aspects les plus redoutés de l'entraînement était le rite de l'autel d'Artémis Orthia. Lors d'un festival annuel, les jeunes Spartiates devaient subir des coups en public tout en essayant de s'approcher de l'autel de la déesse. Ce rituel, appelé diamastigosis, était un spectacle brutal où les participants cherchaient à démontrer leur capacité à supporter la douleur sans émettre un cri. Le but était de leur enseigner que la résistance à la souffrance était un honneur et que le courage se mesurait dans la capacité de contrôler le corps et l'esprit. Certains jeunes mouraient durant le rituel, mais ceux qui y survivaient renforçaient leur prestige dans la communauté. Le processus éducatif comprenait aussi une formation morale et patriotique. Les jeunes apprenaient la poésie spartiate et chantaient des hymnes guerriers qui exaltaient le sacrifice pour la patrie. Bien que l'éducation intellectuelle spartiate ne soit pas comparable à celle d'autres cités-États grecs, les Spartiates développaient des compétences rhétoriques de base pour remplir des fonctions militaires et politiques dans les limites imposées par l'État. L'emphase n'était pas sur la pensée critique, mais sur la loyauté absolue et le respect des lois ancestrales. À mesure que les jeunes grandissaient, la compétition entre eux s'intensifiait. L'agogé favorisait une hiérarchie naturelle basée sur l'habileté, le courage et la discipline. Les plus remarquables devenaient leaders de leur groupe et recevaient des responsabilités supplémentaires. Cette structure promouvait la méritocratie militaire, garantissant que seuls les meilleurs occupent des positions de commandement dans la future armée hoplite. Dès l'adolescence, les jeunes participaient à des simulations de guerre, des attaques nocturnes et des épreuves de résistance, recréant les conditions du combat réel. L'un des systèmes les plus énigmatiques et violents de l'agogé était la crypteia. Ce rituel, réservé aux plus prometteurs, consistait à envoyer les jeunes les plus aptes vivre un temps dans les campagnes de Laconie armés seulement d'un couteau. Leur mission était de surveiller les ilotes et, dans certains cas, de les éliminer, afin d'instiller la peur et d'éviter les rébellions. Bien que sa nature exacte fasse débat parmi les historiens, il est certain que la crypteia renforçait le lien entre le jeune Spartiate et l'État, le contraignant à agir comme instrument de contrôle et de répression. Ce rite extrême visait à achever la transformation de l'adolescent en un guerrier discipliné et impitoyable. À l'âge de 20 ans, un jeune Spartiate complétait l'agogé et atteignait le statut de hégéomène. Cependant, sa vie ne changeait pas immédiatement. Il devait intégrer l'un des syssitia, les messes communes où les citoyens vivaient ensemble et renforçaient la camaraderie. L'acceptation dans un syssition était essentielle pour conserver la citoyenneté pleine. Là, les jeunes continuaient de s'entraîner et de faire partie de l'armée, perfectionnant leurs compétences et attendant le moment d'entrer en combat. Bien que l'agogé formel prit fin, la formation spartiate ne cessait jamais. Tout citoyen devait rester prêt pour la guerre jusqu'à 60 ans.
La structure sociale spartiate. La société spartiate, peut-être plus que tout autre dans le monde grec, était un système minutieusement organisé pour soutenir un seul objectif, la suprématie militaire de l'État. Depuis ses débuts, Sparte comprit que pour maintenir sa position dominante dans le Péloponnèse, elle devait contrôler une population soumise bien plus nombreuse qu'elle. Cette nécessité stratégique modela une structure sociale rigide, austère et hiérarchique, où chaque groupe avait un rôle spécifique dans la préservation de l'ordre et de la stabilité. Loin d'être un système fluide ou flexible, la société spartiate devint une machine complexe, conçue pour fonctionner sans faille et garantir le pouvoir de l'élite guerrière. Au sommet de cet ordre se trouvaient les Espartiates, aussi appelés homoioi, les égaux. Ce groupe représentait les citoyens à part entière, des hommes nés à Sparte, fils de parents spartiates, formés par l'agogée et aptes à remplir leurs obligations militaires. Être spartiate n'était pas un simple statut, cela impliquait un engagement absolu envers l'État et la renonciation à tout métier autre que la guerre. Les Spartiates vivaient exclusivement pour l'entraînement, le combat et l'exercice du pouvoir politique. Leur nombre était toutefois restreint et diminua progressivement au fil des siècles à cause des guerres, de la perte de citoyenneté ou des inégalités économiques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la citoyenneté spartiate n'était pas un privilège garanti héréditairement. Pour la conserver, un Spartiate devait remplir 2 conditions, réussir l'agogée et contribuer à sa part obligatoire dans les syssitia, les messes collectives où tous les citoyens partageaient leurs repas. Cette contribution provenait de la production des ilotes assignés à chaque citoyen. Si un Spartiate ne pouvait pas fournir la nourriture nécessaire, que ce soit par mauvaise gestion ou par perte de terre, il était exclu du mess et perdait son statut de citoyen complet. Ainsi, la citoyenneté spartiate reposait sur une base économique fragile et dépendait entièrement du travail servile. Sous les Spartiates se trouvaient les Périèques, des habitants libres, mais sans statut de citoyen. Les Périèques vivaient dans des communautés autonomes autour de Sparte, notamment en zones côtières ou montagneuses. Bien qu'ils ne participaient pas à la politique spartiate ni à l'agogée, ils étaient indispensables à l'économie de l'État. Ils se consacraient au commerce, à la métallurgie, à l'artisanat et à la production de biens que les Spartiates considéraient indignes de faire eux-mêmes. Ils fabriquaient armes, boucliers, cuirasses, navires et outils, fournissant une infrastructure économique essentielle pour soutenir la puissance militaire. En temps de guerre, les Périèques formaient des unités de soutien et pouvaient combattre comme hoplites, bien qu'ils ne fassent jamais partie de l'élite de la phalange spartiate. Contrairement aux Spartiates, les Périèques pouvaient accumuler des richesses, commercer avec d'autres cités et gérer leurs affaires internes, tant que cela ne contredisait pas les besoins de Sparte. Leur relation avec la polis était un équilibre délicat, libre mais subordonné, nécessaire mais surveillé. L'autorité spartiate veillait à ce que les Périèques ne développent jamais trop de pouvoir ou d'autonomie, car cela pourrait menacer la stabilité du régime. À la base de la structure sociale se trouvaient les ilotes, la nombreuse population agricole soumise par Sparte après ses conquêtes, surtout lors des guerres messéniennes. Les ilotes n'étaient pas des esclaves ordinaires ni des propriétés privées. Ils étaient des serfs d'État. On leur assignait des parcelles agricoles qu'ils exploitaient au profit des Spartiates et une partie de leur production leur était prélevée comme tribut obligatoire. Leur existence était marquée par l'exploitation, le contrôle et la peur. Les Spartiates redoutaient les ilotes autant qu'ils avaient besoin d'eux. Leur nombre dépassait largement celui des Spartiates et tout désordre dans l'équilibre pouvait déclencher une rébellion dévastatrice. Pour maintenir les ilotes soumis, Sparte mit en place un système de surveillance constante. Il était courant pour chaque nouvelle éphébie que les efforts déclarent rituellement la guerre aux ilotes, autorisant ainsi les jeunes Spartiates à les éliminer sans conséquences religieuses ni morales. La kyrpsie, mentionnée plus haut, était l'un des mécanismes les plus extrêmes pour semer la terreur. Des jeunes sélectionnés parcouraient les champs la nuit pour espionner, surveiller et parfois assassiner les ilotes qui paraissaient trop fiers ou rebelles. L'objectif était clair, réprimer toute tentative de résistance. La stabilité de l'État dépendait de cette oppression structurelle. Cependant, les ilotes n'étaient pas que des victimes passives. Connus pour leur résilience, ils gardaient vivantes leurs traditions, leur langue et leur identité culturelle malgré la domination spartiate.
Lors de moments critiques, comme après le séisme de 464 avant Jésus-Christ, ils se révoltèrent en masse, défiant le contrôle spartiate et forçant la police à faire appel à des alliés extérieurs pour écraser la rébellion. Ces épisodes montrent la fragilité intrinsèque du système spartiate, soutenu par la tension constante entre l'élite citoyenne et la vaste population servile. Parmi les Spartiates et les Périèques existaient d'autres groupes marginaux qui complétaient la trame sociale. Les Motaques, par exemple, étaient des fils des Spartiates pauvres ou nés de mères ilotes. Ils pouvaient être éduqués aux côtés des citoyens, mais sans obtenir immédiatement la pleine citoyenneté. Il y avait aussi les néodamodes, anciens ilotes libérés après avoir servi militairement, souvent lors de campagnes difficiles. Ces hommes émancipés occupaient une position ambiguë. Ils n'étaient plus esclaves, mais ne jouissaient pas des droits d'un citoyen à part entière. Leur présence montre que, bien que rigide, la structure spartiate comportait certaines failles et adaptations, destinées à renforcer la capacité militaire en période de besoin. La place de la femme spartiate influait aussi dans cette structure sociale, bien que son rôle soit traité dans le chapitre suivant. Néanmoins, il faut souligner que les femmes spartiates jouissaient de droits et de libertés inconnus dans une grande partie du monde grec. Elles pouvaient hériter des biens, les administrer et même posséder de grandes propriétés. Cette réalité avait des implications profondes. À mesure que le nombre de citoyens spartiates diminuait, la propriété se concentrait de plus en plus entre les mains des femmes et des familles puissantes. Le déséquilibre économique résultant contribuerait, des siècles plus tard, à l'affaiblissement de la structure sociale et au déclin de Sparte. Le pouvoir politique à Sparte ne se limitait pas aux simples citoyens. Deux institutions se distinguaient, la Gérusia, le Conseil des Anciens, et les Éphores, magistrats élus chaque année. Tandis que la Gérusia incarnait la stabilité et la tradition, les Éphores exerçaient un contrôle plus direct, et souvent supérieur, sur la vie quotidienne. Ils avaient l'autorité de surveiller la conduite des citoyens, de contrôler l'éducation des jeunes, et même de juger les rois, les femmes spartiates. Dans la vaste diversité des cités grecques, aucun groupe ne fut aussi énigmatique, admiré et redouté que les femmes spartiates. Alors qu'à Athènes, la femme était reléguée à l'intérieur de l'oikos, sans voix politique, et avec une visibilité publique réduite, à Sparte son rôle était radicalement différent. Non seulement elle jouissait de libertés impensables pour le reste du monde grec, mais elle constituait un engrenage essentiel au fonctionnement de l'État militarisé. Elles étaient gardiennes du sang spartiate, administratrices des propriétés familiales et dépositaires d'un idéal de force attendu aussi bien chez les hommes que chez les femmes, car à Sparte, la société entière devait servir l'État. Dès la naissance, les filles spartiates étaient traitées différemment de celles du reste de la Grèce. Bien qu'elles ne fassent pas partie de l'agogée, elles recevaient une éducation publique, supervisée et conçue pour renforcer leur corps et leur esprit. Les Spartiates croyaient fermement que des femmes fortes produisaient des enfants forts et que la santé du guerrier commençait dans le ventre maternel. C'est pourquoi les filles pratiquèrent la course, le lancer de disques et de javelots, la lutte légère, les exercices rythmiques et même des compétitions publiques. Cette pratique scandalisait de nombreux Grecs, surtout les Athéniens, qui voyaient dans la participation sportive féminine une transgression des rôles traditionnels. Cependant, à Sparte, il ne s'agissait pas de promouvoir l'esthétique ni la performance athlétique. L'éducation physique féminine avait un objectif strictement fonctionnel, favoriser une maternité saine et assurer des générations d'hoplites robustes. Les corps agiles, résistants et vigoureux des Spartiates étaient considérés comme un atout national. Leur existence renforçait l'idée que toute la cité faisait partie d'un projet militaire à long terme, où même celles qui ne combattèrent pas contribuaient de manière décisive. Au-delà de l'aspect physique, les jeunes filles recevaient une instruction en poésie, en chant choral et en rites religieux. La vie spirituelle féminine était essentielle à la cohésion sociale. Les Spartiates participaient à des festivals, à des compétitions musicales et à des cérémonies exaltant la discipline, l'harmonie et la valeur. Ces événements ne renforçaient pas seulement l'identité collective, mais offraient aussi un entraînement social à la présence publique, préparant les femmes à occuper des rôles de leadership au sein de la communauté familiale et économique. Dès leur plus jeune âge, on attendait d'elles un caractère ferme, fier et direct.
Les sources antiques présentent les femmes spartiates comme des figures prêtes à parler sans crainte, capables de réprimander leur mari ou leur fils s'ils faiblissaient dans leurs devoirs. La tradition a transmis de nombreuses anecdotes où des mères prenaient congé de leur fils avant la guerre avec la célèbre phrase « Reviens avec ton bouclier » ou « dessus ». L'authenticité exacte de ces mots peut être discutée, mais leur résonance reflète fidèlement les valeurs de la société spartiate. L'honneur était au-dessus de la vie, et les femmes étaient les premières à exiger cette loyauté inébranlable. Le mariage à Sparte différait également du reste du monde grec. Les jeunes femmes se mariaient vers 18 ans, un âge relativement avancé pour l'époque. Les hommes, quant à eux, ne pouvaient vivre pleinement avec leurs épouses qu'après la trentaine, en raison des exigences de l'agogé et des syzytias. Cette particularité engendrait un modèle matrimonial inhabituel dans lequel le lien émotionnel et domestique se construisait lentement, sans la cohabitation quotidienne caractéristique d'autres cités. Le but du mariage était, encore une fois, fonctionnel, produire des enfants légitimes et en bonne santé. L'amour romantique n'occupait pas une place importante dans cette équation. Comme les citoyens masculins passaient la majorité de leur temps dans les camps, les entraînements ou les campagnes militaires, le contrôle des propriétés revenait aux femmes. Les Spartiates administraient les terres, géraient les rations, supervisaient les ilotes assignés aux parcelles familiales et prenaient des décisions économiques. Cette autonomie économique était sans précédent dans le monde grec. Avec le temps, la capacité d'hériter et d'accumuler des richesses conduisit les femmes à contrôler une partie significative des terres de Laconie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, selon Aristote, près des 2/3 des propriétés étaient aux mains des femmes. Cette concentration de richesses aurait des conséquences profondes sur la structure sociale spartiate qui commençait déjà à montrer des signes de fragilité. Dans le domaine religieux, les femmes jouaient un rôle central. Les principaux rituels liés à la fertilité, à la protection du lignage et à la cohésion communautaire étaient accomplis par des femmes. La présence féminine dans les temples, les festivals et les processions, loin d'être marginale, était institutionnalisée. Dans ces événements, les jeunes filles participaient à des chorégraphies chorales célébrant la force et l'unité du peuple spartiate. La danse et la musique devenaient une voie pour renforcer les valeurs collectives, de l'obéissance à la fierté civique. Contrairement à d'autres cités où l'accouchement était une affaire privée et domestique, à Sparte il constituait un événement d'importance étatique. La maternité n'était pas un rôle secondaire, mais un acte de service envers la patrie. Les femmes qui donnèrent naissance à plusieurs fils recevaient des honneurs publics, car elles augmentaient la réserve militaire. Cela renforçait une vision où la fertilité était une question politique et stratégique, directement liée à la survie de l'État. La liberté spartiate se manifestait aussi dans la mobilité et la présence publique. Les femmes pouvaient se déplacer sans restriction, parler devant les hommes et participer aux activités communautaires. Ce niveau d'autonomie surprenait et scandalisait nombre de contemporains. Athènes, considérée comme le centre culturel de la Grèce, voyait dans les Spartiates un modèle transgressif, presque subversif. Pour les Spartiates, en revanche, cette liberté était indispensable. Une société où les hommes vivaient presque en permanence au service militaire avait besoin de femmes capables de soutenir la vie économique, sociale et émotionnelle de la cité. Les Spartiates n'employèrent ni lance ni ne combattaient dans la phalange, mais leur influence était profonde. Elles étaient celles qui préservaient la discipline domestique, administraient les ressources agricoles, élevaient les normes de rigueur morale et transmettaient l'éthos spartiate aux nouvelles générations. La force masculine ne pouvait exister sans la structure féminine qui la soutenait. À Sparte, la vie privée et la vie publique étaient liées et la femme occupait un rôle central dans les deux sphères. Mais cette force n'était pas synonyme d'égalité politique. Malgré leur pouvoir économique et social, les femmes ne participaient pas aux assemblées ni aux décisions gouvernementales. La bataille des Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ. Le passage étroit des Thermopyles, une gorge de terre comprimée entre montagnes et le golfe Maliaque, fut le théâtre de l'un des affrontements les plus mémorables de l'Antiquité. Là, durant l'été de 480 avant Jésus-Christ, une poignée de Grecs dirigés par le roi spartiate Léonidas Ier affronta l'immense armée du roi perse Xerxès. Bien que la bataille soit immortalisée par le sacrifice des 300 Spartiates, sa portée réelle fut bien plus profonde.
Elle représenta un choc entre deux conceptions du pouvoir, deux systèmes politiques et deux visions du monde. Thermopyle ne fut pas seulement un exploit militaire, mais un acte calculé pour ralentir l'invasion perse et envoyer un message à toute la Grèce: résister était possible. Pour comprendre la dimension de cet affrontement, il faut voir le contexte. En 490 avant Jésus-Christ, une première invasion perse avait été repoussée à Marathon, où les Athéniens remportèrent une victoire inattendue. 10 ans plus tard, Xerxès, fils de Darius Préal, lança une nouvelle offensive, cette fois colossale. Il rassembla une armée immense. Les sources antiques évoquent des centaines de milliers, bien que les historiens modernes estiment entre 80 000 et 120 000 combattants, accompagnés d'une flotte nombreuse qui progressait parallèlement aux côtes de la Grèce. Son objectif était de soumettre définitivement les cités grecques, de punir Athènes et de consolider l'hégémonie perse sur la mer Égée. La Grèce, politiquement fragmentée, comprit néanmoins la gravité de la menace. Face à l'avancée perse, plusieurs cités formèrent une alliance défensive sous la direction de Sparte. Bien qu'Athènes fournît la majeure partie de la flotte, le commandement terrestre revint naturellement aux Spartiates, dont la réputation comme hoplites était sans égale. Lors d'un congrès panhellénique, on décida que la défense terrestre se déroulerait au Thermopyle, un lieu où la largeur du passage ne permettait à peine le passage de quelques soldats de front. Là, la supériorité numérique perse perdrait une part de son avantage. Cependant, un obstacle inattendu compliqua la situation. À Sparte se célébraient les Carnets, un festival religieux où la participation militaire était restreinte. Les Spartiates consultèrent l'oracle de Delphes, qui, selon les chroniques, donna un message inquiétant. Sparte, ou perdrait son roi, ou serait détruite. L'interprétation de Léonidas fut décisive. Le roi décida de partir vers les Thermopyles avec un contingent réduit de 300 hoplites, tous pères de fils varons, pour assurer la continuité de leur lignée. Il ne s'agissait pas d'une mission suicidaire, mais bien d'une action risquée dans laquelle la présence spartiate serait à la fois symbolique et stratégique. À eux se joignirent environ 7000 Grecs de diverses cités, dont des Thespéens, des Thébains et des Arcadiens. Quand les forces de Léonidas arrivèrent au passage, elles commencèrent à fortifier un ancien mur de pierre qui bloquait le chemin. C'était une position idéale pour la défense. Les Perses devaient avancer par un corridor étroit où leur cavalerie et leurs archers avaient peu de maniabilité. Léonidas organisa ses troupes en phalanges compactes et attendit. La tension monta quand les premières avant-gardes perses apparurent à l'extrémité du défilé. Xerxès envoya un émissaire pour exiger la reddition, mais Léonidas répondit par la célèbre phrase « Molon l'abbé », c'est-à-dire « Viens les prendre », en référence à ses armes. Le premier jour de combat commença par des assauts frontaux perses. Xerxès envoya les Mèdes et les Ciliciens, croyant que les défenses grecques céderaient rapidement. Cependant, la phalange hoplitique, protégée par des boucliers ronds imposants et de longues lances, résista à chaque assaut. Les Spartiates appliquèrent leur discipline caractéristique. Ils avançaient et reculaient en mouvements synchronisés, déconcertant les assaillants et créant un mur de bronze impénétrable. Les Perses, habitués à combattre en terrain ouvert, se retrouvèrent piégés et vulnérables. Les pertes perses s'accumulèrent, tandis que les Grecs maintenaient une ligne ferme. En fin de journée, Xerxès ordonna l'attaque de sa plus prestigieuse unité, les Immortels, la garde d'élite de l'Empire. Mais ni eux ne purent briser la formation grecque. Les Spartiates et leurs alliés employèrent des manœuvres tactiques comme la retraite simulée, où ils reculaient temporairement pour attirer l'ennemi au fond du passage, puis contre-attaquaient avec une férocité dévastatrice. À la fin du premier jour, le moral perse était affaibli. Selon Hérodote, Xerxès se leva de son trône 3 fois par frustration en voyant son armée repoussée. Le deuxième jour suivit un schéma similaire. Les Perses lancèrent des vagues successives, tentant d'épuiser les Grecs. La largeur restreinte du passage favorisa de nouveau les défenseurs. Les armures lourdes, l'entraînement commun et la discipline de la phalange l'emportaient sur les troupes perses, plus légères et dépendantes des archers et de la cavalerie. Léonidas fit tourner les unités alliées pour s'assurer qu'aucune ne soit épuisée. Maintenant, une défense aussi solide que la première journée. Cependant, la fortune grecque était sur le point de changer. Un habitant local nommé Éphialtès se présenta devant Xerxès
et révéla l'existence d'un sentier caché à travers les montagnes, l'Anopé, qui permettait de contourner le passage et d'atteindre l'arrière des Grecs. Xerxès envoya les immortels par cette route durant la nuit. À l'aube du 3e jour, un éclaireur grec confirma l'inévitable. Les Perses avaient réussi à flanquer la position. Léonidas appela alors une assemblée rapide. Il comprit que la bataille était perdue, mais décida de rester pour retarder l'avancée ennemie le plus longtemps possible. Il licencia la majorité des contingents grecs, leur permettant de se retirer et préparer de nouvelles lignes défensives. Lui et ses 300 Spartiates restèrent, accompagnés d'environ 700 Thespéens qui, de leur propre décision, choisirent de mourir avec eux ainsi qu'un groupe de Thébains dont la conduite fut controversée. La défense finale fut féroce. Les Grecs, dépassés en nombre et encerclés, combattirent avec des lances brisées, des épées et, finalement, même avec les mains et les dents quand ils furent sans armes. Au cours du combat, Léonidas tomba, et sa mort éleva le fervor des Spartiates. Les Grecs tentèrent de récupérer son corps, ce qu'ils réussirent après un affrontement acharné. Finalement, complètement encerclés, les défenseurs furent anéantis sous une pluie de flèches. Les Thermopyles étaient tombés, mais pas sans laisser une empreinte transcendante. Léonidas Ktamte. La figure de Léonidas Ktam occupe une place singulière dans l'histoire ancienne, à la fois enracinée dans des faits vérifiables, des silences documentaires et un fort composant mythique. Le roi spartiate incarne mieux que quiconque l'idéal du gouvernant hoplite, austère, discipliné, prêt à mourir pour la cité sans hésitation. Léonidas appartenait à la maison des Agiades, une des 2 dynasties royales de Sparte, aux côtés des Eurypontides. Selon la tradition, ces 2 lignées descendaient directement des jumeaux Héraclide, Eurysthenes et Proclès, ce qui conférait à sa ligne un prestige presque sacré. Né vers 540 avant Jésus-Christ, Léonidas n'était pas destiné, à l'origine, à devenir roi. 3e fils d'Anaxandrides II, ses chances d'accéder au trône étaient minces. Sa vie ne commença donc pas avec des privilèges exceptionnels, mais dans le même système que les autres Spartiates. Il fut formé dans l'agogée, où l'égalité stricte effaçait toute distinction de lignée. Là, il apprit à supporter le froid, la faim, la douleur et une discipline absolue. Ce détail est essentiel. Léonidas n'a pas été façonné en prince, mais en soldat. L'agogée ne réservait aucun traitement spécial aux enfants de rois. Tous, même les descendants d'Héraclès, devaient prouver leur valeur. Cette formation contribua à ce que, lorsqu'il monta enfin sur le trône, son autorité soit respectée non seulement en raison de son héritage, mais aussi par son expérience et sa réputation. Les Spartiates estimaient les dirigeants qui ne demandaient pas à leurs hommes un effort qu'ils n'avaient pas d'abord vécu eux-mêmes. La mort de ses frères aînés, Cléomène Priam et Dorius, ouvrit soudain la voie au pouvoir. Cléomène, roi controversé selon les sources anciennes, mourut sans laisser d'héritier masculin, ce qui conduisit Léonidas au trône vers 489 avant notre ère, J.C. Pour consolider sa position, il épousa Gorgo, la fille de Cléomène, une femme célèbre pour son intelligence et sa capacité politique. Gorgo apparaît dans plusieurs anecdotes historiques où elle prodigue des conseils diplomatiques et des remarques pertinentes. Son union avec Léonidas symbolisa la continuité de la lignée royale et le soutien interne des factions du pouvoir spartiate. En tant que roi, Léonidas hérita d'une Sparte puissante, respectée et redoutée, mais aussi confrontée à des défis internes et externes. La menace perse pesait fortement sur la Grèce. Les cités ioniennes avaient été soumises et Athènes commençait à émerger comme un rival culturel et politique. Dans ce climat tendu, la figure du roi spartiate devait équilibrer tradition et stratégie. Contrairement à d'autres monarchies, la royauté lacédémonienne était limitée par la Gérousia et les Éphores, qui contrôlaient rigoureusement chaque décision. Le roi commandait l'armée et assumait des fonctions religieuses, mais toujours sous surveillance institutionnelle. Les sources anciennes, en particulier Hérodote, présentent Léonidas comme un souverain sobre, réfléchi et pleinement conscient de sa responsabilité face à un ennemi démesuré. Sa décision de marcher vers les Thermopyles avec seulement 300 hommes n'était pas un acte impulsif, mais l'aboutissement de délibérations politiques et religieuses. Sparte ne pouvait enfreindre ses fêtes sacrées sans risquer la colère des dieux,
mais ne pouvait non plus abandonner la Grèce à l'invasion perse. Léonidas résolut cette paradoxe en assumant lui-même le sacrifice, emmenant un petit groupe soigneusement sélectionné, des hommes ayant déjà des fils, ce qui assurait la continuité de leur famille. La marche vers les Thermopyles représenta un moment crucial pour son leadership. Léonidas ne dirigeait pas seulement une armée réduite, il était à la tête d'une coalition diversifiée, composée d'hoplites de plusieurs cités. Son charisme et son autorité durent jouer un rôle déterminant pour maintenir la cohésion du contingent. Les Grecs se trouvaient face à l'empire le plus puissant du monde connu, et la figure du roi spartiate opérait comme symbole et guide. Son comportement dans les jours précédant le combat reflète un leadership fondé sur le calme, la discipline et l'acceptation du destin. Durant la bataille, Léonidas mena personnellement la ligne de front, combattant aux côtés de ses hommes. Dans la phalange spartiate, la présence du roi n'était pas purement cérémoniale. Elle constituait un facteur moral et tactique. Hérodote rapporte que, lors des moments les plus intenses du combat, Léonidas se plaçait dans la partie la plus vulnérable du front pour renforcer ses troupes et contrer toute tentative perse de briser la formation. Sa figure agissait comme un catalyseur du moral, rappelant à tous que le roi de Sparte ne commandait pas le sacrifice, il le partageait. Sa mort le 3e jour fut l'un des épisodes décisifs de la bataille. Selon la tradition, il tomba au cours d'un combat rapproché alors que les Perses bouclaient l'encerclement. Le combat qui suivit fut féroce. Les Spartiates firent un effort désespéré pour récupérer son corps, un acte chargé de sens. Pour les Grecs, laisser l'ennemi capturer ou profaner le cadavre d'un roi était inconcevable. Après plusieurs affrontements, ils parvinrent à ramener Léonidas et son corps devint l'étendard ultime de la résistance durant ces minutes terribles. Xerxès, impressionné par le courage du roi spartiate, ordonna de décapiter son cadavre et d'exposer sa tête sur une pique. Ce geste, inhabituel chez les Perses, témoigna autant de frustration que d'un respect tacite. Plus tard, quand les Grecs chassèrent les Perses hors de la Grèce, le corps de Léonidas fut retrouvé et ramené à Sparte, où il fut enterré avec des honneurs extraordinaires. Son tombeau, devenu lieu de pèlerinage, devint un symbole de l'idéal civique spartiate, mourir pour la liberté de la cité. Le souvenir de Léonidas perdura dans la culture lacédémonienne. Chaque année, Sparte célébrait des honneurs funéraires à son nom avec des discours, des sacrifices et des compétitions athlétiques. L'armée spartiate. L'armée spartiate fut, pendant des siècles, la force terrestre la plus respectée et redoutée de toute la Grèce. Sa réputation ne reposait pas sur les effectifs, mais sur une discipline absolue, une cohésion tactique et une vision de la guerre qui transformait chaque hoplite en un maillon conscient et fonctionnel d'une machine militaire implacable. La base de l'armée spartiate était la phalange hoplitique, une formation dense d'infanterie lourde où chaque soldat protégeait, avec son bouclier, le compagnon à sa gauche. Dans cette structure, le courage individuel devenait secondaire face à la confiance collective. L'hoplite spartiate savait que, s'il rompait le rang, il mettait en péril toute l'unité. Cette profonde conscience de l'interdépendance était un produit direct de la Gaugée où les enfants grandissaient en comprenant que leur vie ne leur appartenait pas entièrement, mais à l'État et à leurs camarades d'armes. Chaque hoplite portait un équipement standard qui, avec le temps, s'était imposé comme symbole de l'identité spartiate. Le bouclier rond en bronze, l'aspice, était l'élément central, lourd et large. Il avait pour but de couvrir le corps propre ainsi qu'une partie de celui du compagnon. Sa surface était ornée de la célèbre lambda, la lettre représentant Lacédémone. Abandonner le bouclier, qui protégeait toute la phalange, était considéré comme un déshonneur absolu, tandis que perdre une lance ou une épée n'avait pas la même importance morale. La lance, ou doru, d'environ 2,5 mètres de long, était l'arme principale. Construite en bois solide, avec une pointe en fer et un contrepoids en bronze à l'arrière, elle permettait de combattre à distance relative tout en restant dans la formation. Lorsque la lance se brisait, ce qui arrivait fréquemment dans les combats rapprochés, l'hoplite recourait à son épée courte appelée xyphos, idéale pour le corps à corps. Cette arme de conception austère et létale incarnait la philosophie spartiate, simple, fonctionnelle et efficace. Le casque corinthien, en bronze, couvrait toute la tête, ne laissant qu'une ouverture pour les yeux et la bouche. Bien qu'il puisse limiter le champ de vision et l'audition, il offrait une protection formidable.
L'armure se complétait d'une cuirasse en bronze ou en lin renforcé, de jambières pour protéger les jambes et d'un manteau rouge. Cette couleur n'était pas un choix esthétique accidentel. On disait qu'elle servait à dissimuler le sang, renforçant l'idée d'une résistance inébranlable. L'organisation militaire spartiate était méticuleuse. L'unité de base était l'énomotia, composée d'environ 32 hommes. Plusieurs énomociés formaient une pentécostie et plusieurs pentécosties constituaient un lokos. À l'époque de Léonidas, l'armée spartiate complète, y compris les périèques et les alliés, pouvait mobiliser des milliers d'hoplites, bien que le nombre des Spartiates dépassait rarement les 8000. À Thermopyles, seule une fraction restreinte représentait l'élite citoyenne. Néanmoins, même en petits groupes, leur impact fut disproportionné comparé à d'autres forces terrestres. La discipline était ce qui distinguait les Spartiates du reste de la Grèce. Chaque manœuvre, chaque changement de formation, chaque avancée était exécutée avec une précision presque mécanique. Les Spartiates avançaient au rythme des flûtes sur le champ de bataille, non par esthétique, mais pour maintenir la synchronisation. Cette pratique évitait le chaos en combat et permettait d'exécuter des manœuvres complexes au sein de la phalange sans désorganiser les lignes. En combat, les Spartiates étaient connus pour leur contrôle de soi extraordinaire. Ils ne criaient pas, ne gesticulaient pas, ils avançaient d'un pas ferme et silencieux. Cette attitude intimidait profondément leurs ennemis, habitués au vivat, chant et ardeur. Pour les Spartiates, le combat n'était pas un spectacle émotionnel, mais une discipline technique. Chaque geste devait être calculé pour maintenir la cohésion et l'efficacité de la formation. Leur entraînement continu leur permettait de résister à de longues campagnes et à des manœuvres éprouvantes. Les jeunes accomplissaient des exercices d'endurance, des marches prolongées et des combats simulés. La préparation physique était complétée par des exercices mentaux destinés à renforcer la détermination et l'obéissance. À Sparte, l'improvisation n'avait pas sa place. Toute action militaire répondait à des pratiques répétées encore et encore. Une des tactiques spartiates les plus remarquables était l'oblique, où la phalange avançait en diagonale pour frapper le flanc ennemi et rompre sa cohésion. Les Spartiates maîtrisaient aussi des manœuvres défensives comme la tortue, une formation qui permettait de résister à des pluies de flèches ou à des attaques frontales concentrées en concentrant les boucliers en une masse compacte. Mais l'armée spartiate ne se limitait pas à l'infanterie lourde. Lors de campagnes prolongées, les périèques fournissaient des troupes légères, des archers et des unités auxiliaires. Les ilotes, bien que méprisés socialement, combattaient comme peltastes, infanterie légère, et remplissaient des fonctions de soutien. Leur participation augmenta particulièrement pendant la guerre du Péloponnèse, lorsque Sparte eut besoin d'étendre sa capacité militaire au-delà des seuls Spartiates. Paradoxalement, les serviteurs soumis devinrent des pièces nécessaires dans les grandes campagnes, un rappel de la dépendance croissante du système spartiate. Enfin, l'armée spartiate était traversée par des codes moraux stricts. La lâcheté était punie par l'exil social. Ceux qui abandonnaient la ligne de bataille ou étaient jugés indignes recevaient le statut de tremblants, marquant leur honte publique. Les guerres médiques. Les guerres médiques constituèrent un tournant majeur pour la Grèce, et en particulier pour Sparte. Bien qu'Athènes occupe souvent le devant de la scène dans les récits ultérieurs, notamment en raison de ses victoires à Marathon, Salamine et Platée, le rôle de Sparte fut décisif pour organiser la résistance hellénique face à l'Empire perse. Le conflit entre Grecs et Perses débuta bien avant les batailles les plus célèbres. À la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, les cités grecques d'Asie mineure, soumises au joug perse, se révoltèrent dans ce que l'on appelle la révolte ionienne. Bien que les Athéniens apportèrent un soutien militaire aux insurgés, Sparte choisit de ne pas intervenir directement. Cette posture reflétait sa priorité absolue, préserver l'ordre interne face aux ilotes. Pour Sparte, les guerres lointaines étaient risquées. Cependant, la révolte fut le premier signe tangible d'un affrontement possible entre les deux civilisations. Lorsque Darius Phocème, roi de Perse, décida de punir Athènes pour son implication, les Lacédémoniens comprirent qu'un conflit, tôt ou tard, s'étendrait à toute la Grèce. La première invasion perse culmina à la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Sparte reçut alors un appel urgent à l'aide de la part d'Athènes, mais en raison de la célébration des carnets, les Spartiates ne purent partir immédiatement.
Quand ils arrivèrent finalement, la bataille était déjà remportée par les Athéniens. Néanmoins, l'impact politique fut profond. Athènes avait prouvé que les Perses n'étaient pas invincibles, et Sparte comprit que, pour préserver l'équilibre des pouvoirs en Grèce, elle devait jouer un rôle plus actif dans tout futur affrontement. Le message était clair. Si la Perse soumettait Athènes, Sparte resterait isolée. Cette crainte se réalisa quand Xerxès Ier, fils de Darius, lança une deuxième invasion en 480 avant Jésus-Christ, bien plus ambitieuse que la première. L'armée perse était si vaste qu'elle inspira la terreur parmi les cités grecques. Face à cette menace, l'unité devint impérative. C'est ici que Sparte prit le commandement militaire du camp grec. Aucune autre cité ne disposait d'une telle tradition hoplitique ou d'une armée terrestre aussi disciplinée. Lors d'un congrès hellénique, on décida que Sparte dirigerait les forces terrestres et, symboliquement, orienterait la stratégie générale, tandis qu'Athènes fournirait la majeure partie de la flotte. Cette alliance, bien que fragile, fut sans précédent dans l'histoire grecque. La première action majeure dirigée par Sparte pendant cette guerre fut la défense du passage des Thermopyles, où Léonidas et ses hommes résistèrent 3 jours face à Xerxès. Bien que ce sacrifice se solde par une défaite, son importance stratégique fut immense. Il retarda l'avancée perse et permit de préparer la défense navale au détroit d'Artemisium. Pendant que Léonidas résistait sur terre, la flotte grecque, menée par les Athéniens avec une contribution spartiate, affronta la flotte perse. Même sans victoire décisive, les Grecs empêchèrent les Perses d'envelopper par mer le passage des Thermopyles. Cependant, quand le front terrestre finit par céder, la flotte hellène se replia vers Salamine, où se prépara le coup décisif. Après les Thermopyles, les Perses progressèrent presque sans opposition, ravageant la Béotie et occupant Athènes, évacuée par sa population. Ce fut un coup dur pour le moral grec, mais la résistance était loin d'être terminée. La clé du conflit se déplaça vers la mer, où les tactiques et les décisions stratégiques allaient s'avérer déterminantes. La bataille décisive de Salamine, en 480 avant Jésus-Christ, fut un triomphe athénien, mais elle résulta aussi d'un leadership stratégique partagé. Thémistocle, général athénien, parvint à convaincre les Spartiates de maintenir la flotte réunie dans le détroit, où le nombre supérieur des Perses serait neutralisé par l'étroitesse. Sparte accepta, consciente que perdre la guerre navale signifiait perdre le Péloponnèse. La victoire à Salamine contraignit Xerxès à se retirer avec une partie de son armée, laissant le général Mardonios sous son commandement pour poursuivre l'offensive terrestre. L'année suivante, le conflit retourna sur terre. Les Perses installèrent leur camp en Béotie, comptant sur la supériorité de leur cavalerie et l'usure des Grecs pour forcer une reddition. Mais Sparte, aux côtés d'Athènes, de Platée et d'autres cités, rassembla une armée conséquente sous le commandement du Spartiate Pausanias, neveu de Léonidas. La bataille de Platée, en 479 avant Jésus-Christ, fut l'un des plus grands affrontements hoplitiques de l'Antiquité. Pendant des jours, les deux camps manœuvrèrent prudemment pour tirer parti du terrain. Finalement, les Perses, croyant que les Grecs se retiraient, lancèrent une attaque prématurée. La phalange spartiate résista fermement aux archers et projectiles ennemis, avançant lentement sous la direction de Pausanias. La discipline spartiate, conjuguée au soutien athénien sur l'aile, parvint à briser les lignes perses. Mardonios périt au combat et le reste de l'armée fut défait. La menace perse était définitivement écartée. Le même jour, lors de la bataille navale de Mycale, la flotte grecque, de nouveau avec des Spartiates, détruisit les restes de la flotte perse sur les côtes d'Asie mineure. Les victoires jumelles à Platée et Mycale consolidèrent la liberté grecque et marquèrent le déclin de l'influence perse dans l'Égée. Sparte avait démontré qu'elle était le pilier terrestre de la résistance hellénique, et son prestige atteignit des sommets sans précédent. Pourtant, la coopération entre Sparte et Athènes pendant les guerres médiques resta de courte durée. La rivalité avec Athènes. Après l'expulsion des Perses, la Grèce entra dans une phase de redéfinition politique et militaire. La victoire lors des guerres médiques avait montré que les cités pouvaient coopérer, mais elle avait aussi mis en lumière des divergences profondes. Les deux cités qui s'élevèrent avec le plus de prestige étaient Sparte et Athènes, représentant des modèles opposés d'organisation, de valeurs et d'ambition. La tension surgit presque immédiatement après la guerre.
Athènes, physiquement dévastée par l'occupation perse, lança un grand programme de reconstruction. Thémistocle, son stratège principal, fit édifier de longues murailles reliant la ville au port du Pirée. Ce projet alarma Sparte, qui voyait une montée en puissance navale susceptible de concurrencer sa domination terrestre. Pour les Spartiates, une Athènes fortifiée changeait l'équilibre militaire de manière dangereuse. De son côté, Athènes utilisa la Ligue de Délos, alliance initialement créée pour poursuivre l'offensive contre la Perse comme levier pour étendre son influence. Bien que Sparte ait refusé de s'impliquer fortement dans les affaires d'Asie mineure, estimant que la menace perse était désormais moins directe, les Athéniens décidèrent de maintenir la pression. Sous leur conduite, la Ligue se transforma progressivement en un véritable empire maritime. Les cités membres contribuaient soit par des navires, soit par des tribus monétaires gérées par Athènes, qui employaient ces ressources pour développer une flotte sans précédent. Ce développement naval contrastait fortement avec le modèle conservateur de Sparte. Athènes devenait une puissance de commerce, de culture, d'architecture et de démocratie, tandis que Sparte demeurait fidèle à son système social strict, fondé sur l'agriculture ilote et la suprématie hoplitique. Les deux cités voyaient dans le modèle de l'autre une menace à leur propre stabilité. Pour Sparte, la démocratie athénienne favorisait une liberté contraire à sa discipline, tandis que pour Athènes, le militarisme spartiate incarnait une barbarie grecque qu'il fallait contenir. Le premier épisode de tension ouverte fut la crise de Pausanias. Pausanias, le général spartiate victorieux à Platée, fut accusé de trahison pour avoir prétendument comploté avec les Perses. Athènes exploita ce scandale pour renforcer sa position à la tête de la Ligue de Délos, tandis que Sparte se trouva contrainte de reculer. Bien que l'influence terrestre spartiate restât intacte, son autorité morale dans le monde hellénique commença à s'effriter. Au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, plusieurs incidents accentuèrent la rivalité. L'un des plus significatifs fut la révolte de Tassos, que les Athéniens réprimèrent rapidement. Sparte tenta de soutenir les insurgés, mais un séisme dévastateur en Laconie, vers 464 avant Jésus-Christ, bouleversa la situation. Le tremblement de terre détruisit des villages et tua de nombreux Spartiates, offrant aux Ilotes l'occasion de se révolter en masse. Face à cette crise, Sparte demanda de l'aide à d'autres cités, dont Athènes. Athènes envoya une armée sous le commandement de Cimone, mais le constat du chaos et de la destruction poussa les Spartiates, méfiants envers la démocratie athénienne et craignant l'influence qu'Athènes pourrait exercer sur les Ilotes, à renvoyer Cimone sans le laisser prendre part à la campagne. Cette humiliation coûtante eut de lourdes conséquences en politique athénienne. La cité rompit l'alliance avec Sparte et se rapprocha d'Argos, ennemi traditionnel des Lacédémoniens. Le ressentiment entre les deux cités devint irréversible. Parallèlement, Athènes poursuivit l'expansion de son empire maritime et renforça sa puissance économique. La cité se transforma en un centre culturel d'envergure, tandis que Sparte regardait cette évolution avec inquiétude. Le développement athénien ne représentait pas seulement un danger militaire, mais aussi un défi moral. Le mode de vie spartiate, austère et martial, s'opposait de manière radicale à la prospérité et à la créativité florissante à Athènes, notamment sous le leadership de Périclès. La rivalité s'intensifia au fil des ans, notamment durant la guerre de Samos en 440 avant Jésus-Christ, où Athènes réprima une rébellion avec des méthodes agressives, confirmant son caractère impérial. Sparte envisagea d'intervenir, mais hésita, craignant que cela déclenche un conflit général pour lequel elle ne se croyait pas prête. Cependant, l'équilibre devenait de plus en plus précaire. L'affrontement décisif survint lors de la guerre de Corcyre. Corcyre, doté d'une puissante flotte, entra en conflit avec sa métropole Corinthe, alliée de Sparte. Athènes soutint Corcyre, provoquant la colère de Corinthe, qui pressa Sparte d'intervenir. La situation s'aggrava lorsqu'Athènes imposa un blocus économique à Mégare, un autre allié spartiate, par un décret qui interdisait aux Mégariens de commercer dans les ports athéniens. Cet acte fut perçu comme une agression économique que Sparte ne pouvait tolérer sans perdre ses alliés. En 432 avant Jésus-Christ, les tensions atteignirent un point de rupture. Corinthe et Mégare exigèrent une réaction immédiate. Lors d'une assemblée spartiate, les Éphores et les alliés du Péloponnèse affirmèrent qu'Athènes avait violé les traités de paix et interféré à plusieurs reprises dans les affaires des autres cités. Sparte, après un long débat,
déclara qu'Athènes avait rompu la paix et que la guerre était inévitable. Cette décision répondait non seulement à des pressions extérieures, mais aussi à des craintes internes. Laisser Athènes étendre son influence risquait de fragiliser la domination spartiate sur le Péloponnèse. C'est ainsi que se constituèrent deux blocs antagonistes. La Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte et composée principalement d'États terrestres, et la Ligue de Délos, dirigée par Athènes et soutenue par sa flotte navale. Ces deux systèmes incarnaient des modèles de hégémonie opposés, pouvoir terrestre contre pouvoir maritime, austérité contre prospérité, oligarchie militaire contre démocratie commerciale. La guerre du Péloponnèse, 431 à 404 avant Jésus-Christ. La guerre du Péloponnèse fut l'affrontement qui redéfinit le destin de la Grèce. Pendant presque 3 décennies, Athènes et Sparte, ainsi que leurs alliances respectives, s'enfoncèrent dans un conflit total qui combina campagnes terrestres et navales, révolutions internes, épidémies, trahisons et dévastations qui touchèrent chaque recoin du monde hellénique. Plus qu'une simple guerre pour l'hégémonie, ce fut un choc structurel entre deux visions irréconciliables, l'impérialisme maritime d'Athènes et le traditionnalisme terrestre de Sparte. Le résultat final transformerait à jamais l'équilibre des pouvoirs en Grèce, mais laisserait aussi des blessures profondes dans le tissu politique et social de la région. La guerre commença officiellement en 431 avant Jésus-Christ, bien qu'elle se fût préparée depuis des années. Les tensions accumulées avaient poussé Sparte vers un point de non-retour. Les Spartiates, percevant qu'Athènes se renforçait rapidement, craignaient de perdre leur leadership traditionnel en Grèce. Les délibérations entre les Éphores, la Gérousie et les alliés conclurent que la guerre était nécessaire pour freiner l'expansion athénienne avant qu'elle ne devienne irrésistible. Athènes, sous la direction de Périclès, avait confiance en sa puissance navale et en la sécurité que lui offraient ses longues murailles, conçues pour résister à des sièges prolongés. Périclès savait que Sparte dominait la guerre terrestre. C'est pourquoi il établit une stratégie défensive. Éviter les affrontements directs sur terre, se concentrer sur les attaques maritimes et soutenir économiquement la cité grâce à son empire dans l'Égée. Sparte, en revanche, planifia d'envahir chaque année l'Attique pour dévaster les champs et obliger Athènes à livrer bataille. Ainsi commença la guerre archidamique, nommée ainsi d'après le roi spartiate Archidamos II, qui mena les premières campagnes. Les Spartiates envahirent à plusieurs reprises l'Attique, brûlant récoltes et villages, tandis que les Athéniens se réfugiaient derrière les murailles. La stratégie fonctionna au début, mais elle eut des conséquences imprévues. La concentration de la population à l'intérieur d'Athènes favorisa la propagation d'une terrible épidémie qui, en 430 avant notre ère, JC décima plus d'un tiers de la population, y compris Périclès lui-même. L'épidémie affaiblit le moral athénien et créa des tensions politiques internes, mais ne brisa pas leur résistance. Pendant ce temps, la flotte athénienne attaquait les positions spartiates dans le Péloponnèse, incendiant des zones côtières et maintenant la pression économique sur les alliés de Sparte. Se développa ainsi une guerre d'usure où aucun des deux camps n'obtenait de victoire décisive. Le tremblement de terre de la décennie précédente et la rébellion ilote avaient laissé une marque permanente dans la psychologie politique spartiate. Durant les premières campagnes de la guerre, Sparte agit avec prudence pour éviter de nouvelles révoltes. Une force importante d'hoplites devait toujours rester en Laconie pour surveiller les ilotes, ce qui limitait le potentiel offensif spartiate. Toutefois, cette situation commença à se renverser lorsque Sparte obtint de nouveaux alliés et affina ses tactiques au fil du conflit. Un événement inattendu bouleversa l'équilibre en 425 avant Jésus-Christ. J.C. Le général athénien Démosthène fortifia la baie de Pylos en territoire laconien, obligeant Sparte à réagir immédiatement. Au cours de la bataille qui suivit, un contingent d'hoplites spartiates se retrouva piégé sur l'île de Sphactérie. Athènes parvint à les encercler et, après de violents combats, à forcer leur reddition. Ce qui surprit, ce fut que plus de 100 Spartiates se rendirent vivants. Pour une société qui considérait le combat jusqu'à la mort comme l'idéal du citoyen, la capture de ces hommes fut une honte publique. Athènes utilisa les prisonniers comme otages, obligeant Sparte à modérer ses invasions de l'Attique pendant plusieurs années. En 421 avant Jésus-Christ, épuisés par l'usure, les deux cités conclurent la paix de Nicias, un traité qui prétendait rétablir les frontières et les alliances antérieures à la guerre.
Cependant, la paix était fragile. Des alliés puissants, comme Corinthe et Argos, refusèrent de l'accepter. La méfiance persistait, et de petits affrontements continuaient. L'équilibre se brisa définitivement avec la décision audacieuse mais désastreuse d'Athènes de lancer une grande offensive vers la Sicile. En 415 avant Jésus-Christ, J.C., Athènes entreprit l'expédition de Sicile, une campagne monumentale destinée à conquérir Syracuse, la cité la plus puissante de la Grèce occidentale. La flotte athénienne, dirigée initialement par Alcibiade, était la plus grande jamais déployée jusque-là. Toutefois, la campagne devint rapidement un désastre. Alcibiade fut accusé de sacrilège et s'enfuit, laissant Nicias, un général beaucoup plus conservateur, aux commandes. Syracuse, soutenue ensuite par Sparte, résista à l'invasion. Le Spartiate Gylippe, envoyé pour renforcer la défense, réorganisa les Syracusains et renversa la situation stratégique. En 413 avant Jésus-Christ, l'armée athénienne fut complètement anéantie et sa flotte détruite. Ce fut une perte irréparable en hommes, en navires et en morale. Après le désastre en Sicile, Sparte intensifia son offensive. Avec l'aide d'Alcibiade, qui agissait désormais comme conseiller spartiate, les Lacédémoniens occupèrent Décélie, une position stratégique en Attique qui permit de contrôler entièrement la région et de couper les routes d'approvisionnement athéniennes. Cette phase est connue sous le nom de guerre décéliaque. À cela s'ajouta l'intervention de l'Empire perse, qui commença à financer la reconstruction de la flotte spartiate en échange d'influence sur les cités ioniennes. Avec des ressources perses et des commandants capables comme Lysandre, Sparte développa enfin une force navale capable de défier la domination athénienne en mer. En 405 avant Jésus-Christ, la flotte spartiate, sous le commandement de Lysandre, remporta une victoire décisive à la bataille d'Aigos-Potamos, où elle détruisit presque entièrement la flotte athénienne. Athènes se retrouva isolée et incapable de résister à un blocus prolongé. L'année suivante, affamée et affaiblie, Athènes se rendit. Ses murailles furent abattues au son des flûtes spartiates, comme symbole du rétablissement de l'ordre traditionnel grec. Sparte émergea comme la puissance dominante en Grèce, mais sa victoire fut amère. La guerre avait dévasté l'économie, décimé la population et exacerbé les tensions internes. Le système spartiate, rigide par nature, n'était pas préparé à exercer un leadership impérial. Le triomphe marquerait, paradoxalement, le début de son déclin. La chute de Sparte. La victoire dans la guerre du Péloponnèse fit de Sparte la puissance dominante de la Grèce, mais son hégémonie durerait peu. La cité qui avait résisté pendant des siècles à des pressions extérieures, des guerres interminables et des menaces internes commença à se fissurer lorsqu'elle tenta d'assumer un rôle pour lequel elle n'était pas préparée, celui d'empire. Durant des générations, Sparte avait construit sa puissance sur la discipline interne, la rigidité sociale et la suprématie hoplitique. Cependant, aucune de ces forces n'était adaptée à la gestion de territoires lointains, au contrôle d'alliances instables, ni à la compétition avec les changements tactiques et politiques qui définissaient le IVe siècle avant Jésus-Christ. Sa chute ne fut pas un événement soudain, mais un processus lent et profond, résultat de décisions erronées, de transformations géopolitiques et de l'incapacité à s'adapter à un monde qui changeait plus vite que Sparte ne pouvait le supporter. Après la reddition d'Athènes, en 404 avant Jésus-Christ, Sparte imposa un régime oligarchique dans la cité vaincue, connu sous le nom de gouvernement des 30 tyrans, sous l'influence directe du général Lysandre. Cette politique marqua le début d'une série d'interventions autoritaires qui générèrent du ressentiment dans toute la Grèce. Sparte exigea des tribus, plaça des garnisons dans les cités alliées et agit comme arbitre suprême dans les conflits internes d'autres cités. Ce comportement impérial contrastait ouvertement avec son idéologie traditionnelle, qui exaltait l'autosuffisance et la vie simple. Même au sein de Sparte, des tensions surgirent. De nombreux citoyens se méfiaient du pouvoir croissant de Lysandre et de sa tendance à agir de manière autonome par rapport aux institutions traditionnelles. Le premier signe sérieux de fracture apparut lorsque la propre Athènes, incapable de tolérer l'oppression des 30, se rebella. En 403 avant Jésus-Christ, le démocrate Thrasybule mena un soulèvement qui rétablit la démocratie athénienne. Ce qui surprit fut que Sparte permit cette restauration après un intense débat interne. Le roi Pausanias, craignant que Lysandre n'acquiert trop de pouvoir, intervint en faveur des démocrates.
Cet épisode reflétait une division profonde au sein de l'élite dirigeante, avec deux visions opposées du rôle de Sparte en Grèce. À cela s'ajoutait un problème structurel qui deviendrait critique, la diminution du nombre de citoyens spartiates. Les guerres prolongées avaient réduit la population masculine, mais le véritable effondrement était dû au système économique rigide. Pour conserver la citoyenneté, chaque Spartiate devait apporter une contribution obligatoire aux Syssities. Ceux qui ne pouvaient pas le faire perdaient automatiquement leurs droits. L'accumulation de terres entre les mains de quelques familles, favorisées par les héritages féminins, réduisit encore davantage le nombre de citoyens à part entière. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, on estime que Sparte comptait moins de 2000 Spartiates, et vers 371 avant Jésus-Christ, à peine 700. Un État qui dépendait de l'élite hoplitique ne pouvait maintenir son pouvoir avec des chiffres aussi faibles. Le prestige militaire spartiate se maintenait en apparence, mais la réalité était plus complexe. Sparte dominait sur terre, mais manquait d'une flotte régulière permanente. Pour soutenir ses ambitions maritimes, elle dépendait du financement perse, ce qui contredisait son image d'indépendance absolue. Cette dépendance créa un scénario paradoxal. L'empire qui avait vaincu Athènes se retrouva subordonné à la diplomatie perse qui manipulait les cités grecques pour les maintenir divisées. Le conflit avec la Perse mena Sparte à intervenir en Asie mineure sous le commandement du roi Agésilas II. Agésilas était un commandant brillant, austère et profondément attaché à la tradition. Ses campagnes démontrèrent que l'esprit spartiate restait vivant. Cependant, son succès provoqua de nouvelles craintes parmi les autres cités grecques. Athènes, Argos, Thèbes et Corinthe formèrent une coalition connue sous le nom de guerre de Corinthe, soutenue financièrement par la Perse, qui cherchait à freiner l'expansion spartiate. Bien que Sparte obtint certaines victoires importantes, notamment navales sous le commandement de Lysandre puis d'Agésilas, la guerre démontra que l'hégémonie spartiate reposait sur des fondations fragiles. Finalement, la Perse intervint diplomatiquement en imposant la paix du roi, qui reconnaissait son contrôle sur les cités ioniennes et obligeait les cités grecques à rester indépendantes. Sparte fut désignée garante de la paix, mais au prix d'accepter la suprématie perse en Asie mineure. Pour de nombreux Grecs, ce fut une capitulation honteuse. Cependant, le coup décisif pour Sparte ne viendrait pas de la Perse, mais d'une cité qui, durant des siècles, était restée dans l'ombre. Thèbes. Sous la brillante direction d'Épaminondas et de Pélopidas, Thèbes révolutionna la tactique hoplitique et défia ouvertement l'autorité spartiate. Sparte répondit en envahissant la Béotie à plusieurs reprises, mais ses campagnes n'avaient plus l'efficacité des époques passées. Le nombre réduit de Spartiates empêchait de mener de longues guerres, et la rigidité du système social rendait difficile le recrutement de troupes auxiliaires efficaces. La confrontation décisive eut lieu à Leuctre en 371 avant Jésus-Christ. Là, Épaminondas employa une tactique innovante qui changerait à jamais l'histoire militaire. La formation oblique avec le bloc lourd sur le flanc gauche, concentrant la force sur le point où se trouvait l'élite spartiate. Au lieu d'affronter les Lacédémoniens avec une formation équivalente, Thèbes utilisa une disposition asymétrique qui brisa l'équilibre de la phalange traditionnelle. La défaite spartiate fut écrasante. Plus de 400 Spartiates moururent, dont des officiers de haut rang. Aucune défaite antérieure n'avait eu un effet aussi dévastateur. Leuctre démantela le mythe de l'invincibilité spartiate. Plus encore, cela permit à Thèbes de lancer une campagne sans précédent dans le Péloponnèse. Épaminondas avança vers la Messénie et libéra les Ilotes messéniens qui, durant des siècles, avaient été soumis par Sparte. Avec la fondation de la cité de Mégalopolis et la restauration de l'indépendance messénienne, Sparte perdit de manière irréversible sa base économique. La perte de la Messénie ne fragilisa pas seulement sa richesse agricole, elle détruisit le système qui soutenait toute sa structure sociale. Sans ilotes messéniens, les Spartiates se retrouvèrent sans la main-d'œuvre nécessaire pour maintenir leur mode de vie. Dès lors, Sparte devint une puissance secondaire. Bien qu'elle conservât une certaine importance militaire dans des conflits ultérieurs, comme les guerres contre la Macédoine, elle ne retrouva jamais son influence passée. L'ascension de Philippe II et d'Alexandre le Grand finit par la reléguer à la périphérie politique du monde hellénique. L'arrivée de la domination romaine scella son destin comme une cité respectée pour son passé, mais sans rôle politique majeur.
La vie quotidienne spartiate. La vie quotidienne à Sparte fut marquée par une profonde dualité. Austérité et discipline sur le plan individuel, mais cohésion et ritualité au sein de la communauté. Malgré sa réputation de société strictement militaire, le quotidien spartiate comprenait des activités, des cérémonies et des coutumes qui soutenaient le tissu social. Sparte n'était pas simplement une armée. Elle constituait un mode de vie conçu avec soin pour perpétuer un idéal collectif dans lequel chaque personne, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un vieillard ou d'un enfant, occupait une place bien définie et contribuait à la stabilité de la cité. L'aspect le plus frappant de cette vie est l'austérité matérielle. Les Spartiates méprisaient le luxe et considéraient que l'excès de richesse corrompait le caractère. Même les foyers des familles prestigieuses étaient simples, sans palais ni temples ostentatoires comme à Athènes. Les maisons étaient construites avec des matériaux rudimentaires et la décoration se limitait au strict minimum. Les vêtements étaient pratiques, généralement en laine, et les ornements étaient évités. Cette simplicité ne venait pas de la pauvreté, mais d'un choix idéologique. L'existence devait se concentrer sur la vertu et le devoir, plutôt que sur l'accumulation matérielle. Le système alimentaire spartiate reflétait la même philosophie. Les repas avaient lieu dans les syzytias, des réfectoires collectifs où les citoyens partageaient des aliments très simples, pain, fromage, figues, vin dilué et le fameux bouillon noir, un mélange de sang de porc, de vinaigre et de sel. Bien que répugnant pour nombre d'étrangers, les Spartiates considéraient ce plat comme un symbole de force. Manger ensemble était une obligation rituelle qui renforçait l'égalité entre les citoyens. La vie domestique masculine était pratiquement inexistante. Les Spartiates dormaient souvent dans des casernes jusqu'à l'âge adulte, ce qui renforçait l'idée que la famille était secondaire par rapport à l'État. Les femmes, au contraire, bénéficiaient d'une réelle autonomie économique et s'occupaient des terres familiales, supervisaient les ilotes affectés aux terres et assuraient l'éducation des enfants jusqu'à 7 ans. Les récits d'époque décrivent les femmes spartiates comme des personnages imposants, à la forte personnalité et à l'honneur comparable à celui des hommes. Leur quotidien comprenait une activité physique régulière, la participation à des rituels religieux et une présence visible dans la vie publique. Bien qu'elles n'aient pas de droit politique, leur influence sociale était considérable. Quant aux ilotes, qui constituèrent la majorité de la population, ils menaient une vie très différente. Ils travaillaient à la terre, cultivaient céréales, vignes et oliviers, remettaient une partie de leur production aux citoyens et vivaient sous une surveillance constante, ponctuée d'humiliations ritualisées, rappelant leur statut subordonné. Pourtant, ils préservaient leurs propres traditions culturelles et religieuses, bien que subordonnées à l'ordre spartiate. Cette réalité illustre le fondement du système spartiate, une élite guerrière soutenue par une population servile en tension permanente. Par ailleurs, les travaux quotidiens étaient assurés principalement par les périèques et les ilotes. Les périèques, habitants libres sans droit politique, constituaient un pilier de l'économie. Artisans, commerçants, pêcheurs et métallurgistes produisaient armes, armures, bateaux et objets du quotidien. Le travail d'un périèque pouvait consister en des voyages commerciaux, des tâches en atelier ou des activités liées à la pêche et au transport. Bien qu'ils fussent subordonnés à Sparte, les périèques jouissaient d'une plus grande liberté que les ilotes et pouvaient accumuler des richesses. La religion imprégnait profondément la vie quotidienne. Les Spartiates étaient très dévots et réalisaient de nombreux rituels en l'honneur des dieux tels qu'Artémis Orthia, Apollon, Athéna et Zeus. Les fêtes religieuses, comme les carnets ou les gymnopédies, n'étaient pas de simples célébrations spirituelles. Elles remplissaient aussi des fonctions politiques, militaires et communautaires. Lors des carnets, par exemple, il était interdit de déclarer la guerre ou de lancer des campagnes militaires, soulignant l'équilibre entre le sacré et le martial. Les gymnopédies célébraient la force physique au travers de danses, de chants et de compétitions impliquant des jeunes et des adultes. L'enfance était aussi marquée par des rituels. Avant d'entrer dans la gaugée, les enfants participaient à de petits festivals et compétitions qui les initiaient à la vie sociale spartiate. Les relations entre générations étaient très structurées. Les anciens, considérés comme des figures d'autorité morale, jouaient un rôle actif dans les décisions de la communauté. La Gérousie, par exemple, réunissait des hommes de plus de 60 ans, dont la vie quotidienne ne comportait plus d'entraînement militaire, mais des responsabilités politiques et judiciaires.
Les divertissements étaient modestes mais présents. Musique, poésie chorale et compétitions sportives faisaient partie intégrante du quotidien. Les lettres étaient valorisées uniquement dans la mesure où elles inspiraient la vertu et le patriotisme. La philosophie spéculative ou le théâtre, contrairement à Athènes, n'étaient pas encouragés, mais des hymnes martiaux et des chants élogieux sur le sacrifice et la communauté étaient cultivés. Les danses guerrières, accompagnées par des flûtes, faisaient partie à la fois de l'entraînement militaire et des célébrations publiques. Sur le plan affectif, les Spartiates formaient des liens profonds avec leurs camarades d'armes. L'éducation collective dès l'âge de 7 ans forgeait des amitiés durables et des loyautés. La famille, bien que présente, n'était pas le centre émotionnel de la société. La communauté militaire était le cadre principal de l'identité, de l'amitié et de la fidélité. L'absence d'une longue cohabitation conjugale pendant la jeunesse renforçait ce modèle. Néanmoins, des liens affectifs familiaux existaient, en particulier à un âge plus avancé, quand les hommes pouvaient passer plus de temps au foyer. Le rythme quotidien était conçu pour maintenir toute la société en état constant de préparation, entraînement régulier, inspection fréquente et surveillance permanente, notamment des ilotes. La discipline n'était pas seulement militaire, elle se manifestait dans l'alimentation, dans la manière de se comporter en public, dans la parole laconique et dans l'attitude face à la vie. L'idéal spartiate était l'autocontrôle. Les anciens menaient une vie relativement calme, mais gardaient des responsabilités. Beaucoup supervisaient des rituels religieux ou participaient à l'éducation des jeunes, transmettant des histoires et des valeurs. Leur expérience était précieuse pour la stabilité de la police. Dans une société qui idéalisait la mort glorieuse au combat, atteindre la vieillesse était vu comme un signe de sagesse dont la cité devait tirer parti pour renforcer sa cohésion morale. En définitive, la vie quotidienne à Sparte renvoyait à un équilibre entre rigueur institutionnelle et rituel communautaire. Malgré la dureté de leur mode de vie, les Spartiates éprouvaient un fort sentiment d'appartenance qui, pour beaucoup, valait plus que la liberté individuelle. Leur identité se construisait à travers des pratiques partagées, des sacrifices collectifs et une vision du monde où la cité, la polis, était l'unité suprême de sens.